Jusqu'où un régime peut-il aller pour contrôler totalement l'esprit et le corps de son peuple? Des étrangers maltraités jusqu'à l'interdiction de moyens de transport. Aujourd'hui, nous révélons les 22 punitions les plus extrêmes et terrifiantes appliquées en Corée du Nord, dont beaucoup sont inconnues du reste du monde. Numéro 12. La Corée du Nord punit les adolescents pour avoir regardé des séries télévisées. Des images récentes de la Corée du Nord montrent la répression contre la consommation de médias étrangers. Des adolescentes sont humiliées et arrêtées pour avoir regardé des séries sud-coréennes jugées impures. Les jeunes filles sont forcées d'avouer publiquement avant d'être détenues. Le régime interdit les médias étrangers pour préserver la pureté idéologique, punissant les infractions par l'humiliation publique ou la prison. Malgré cela, du contenu sud-coréen entre clandestinement par le biais de clés USB et d'autres méthodes. Sa popularité auprès des jeunes nord-coréens reflète un désir d'information extérieure et de diversité culturelle, contrastant avec la propagande d'État. Des activistes continuent d'introduire des médias étrangers pour exposer les Nord-Coréens à des perspectives alternatives. Numéro 11. La privation de nourriture comme punition. Bien que la pénurie alimentaire touche de nombreux pays à cause de catastrophes naturelles ou de crises économiques, la Corée du Nord utilise la faim comme une arme de contrôle. Le régime nourrit bien l'armée et les élites tout en abandonnant le citoyen ordinaire. Pendant la « marche difficile » des années 90, des millions de personnes sont mortes tandis que le gouvernement réservait la nourriture à son cercle rapproché. La Corée du Nord utilise la nourriture comme punition dans les camps de prisonniers politiques, où la famine intentionnelle vise à briser les volontés. Les détenus survivent en mangeant de l'herbe, de l'écorce et des plantes sauvages, transformant la malnutrition en une torture lente. En dehors des camps, les citoyens dépendent du marché noir pour survivre, prenant le risque de subir de lourdes sanctions s'ils sont découverts. Ce contrôle sur la nourriture maintient la population dans un désespoir silencieux, transformant la faim en une arme à la fois physique et psychologique. Numéro 10. La guerre contre la K-pop. La musique, expression universelle de joie et d'identité, peut être mortelle en Corée du Nord, surtout la K-pop. Le régime la considère comme une menace, un cancer qui corrompt les esprits et affaiblit le contrôle de l'État. Pour eux, la K-pop n'est pas simplement de la musique entraînante. C'est une arme qui pourrait inspirer la rébellion et éveiller la curiosité sur le monde extérieur. Les conséquences sont sévères. Posséder du contenu K-pop peut mener à des camps de travail, voire à des exécutions. Des familles entières subissent des punitions si un membre consomme des médias étrangers, créant ainsi une culture de la peur et du silence. Ironiquement, le gouvernement nord-coréen produit des vidéos qui imitent le style K-pop, en autorisant leur consommation uniquement à l'élite tout en interdisant aux citoyens ordinaires. Cette double morale révèle l'insécurité du régime, qui craint les messages de liberté et d'individualité de la K-pop, contraire à son exigence d'obéissance absolue. Numéro 9. Restriction de déplacement. Imaginez devoir demander la permission au gouvernement pour rendre visite à votre famille dans une autre ville. En Corée du Nord, c'est une dure réalité. Les citoyens doivent demander des permis de voyage, qui ne sont presque jamais accordés à moins d'appartenir à l'élite ou d'avoir de solides liens avec le régime. Ce contrôle strict de la mobilité isole les familles et crée un profond sentiment d'impuissance. Ceux qui sont surpris en train de voyager sans autorisation s'exposent à de lourdes sanctions, comme la prison ou les travaux forcés, ce qui fait de toute tentative de rendre visite à ses proches une entreprise risquée. Le contrôle oppressif du régime sur les déplacements internes garantit que les citoyens sont constamment surveillés, ce qui restreint la liberté individuelle et la mobilité. Franchir les frontières internationales est encore plus dangereux. Le gouvernement nord-coréen surveille de près ses frontières avec la Corée du Sud et la Chine. Quiconque est surpris en train de tenter de déserter s'expose non seulement à de lourdes sanctions pour lui-même, mais aussi à des représailles contre sa famille, qui peut être emprisonnée ou subir pire encore. Cette tactique de punition collective est conçue pour décourager la désertion et instaurer la peur, consolidant ainsi davantage le contrôle du régime sur tous les aspects de la vie de ses citoyens. Numéro 8. Sanctions pour avoir souri. En Corée du Nord, même les émotions personnelles sont strictement contrôlées. Le 8 juillet, anniversaire du décès de Kim Il-sung, les citoyens ont l'obligation de pleurer publiquement et de montrer un profond chagrin. Sourire ou afficher la moindre joie en ce jour est considéré comme un crime grave, car le régime attend une loyauté inébranlable envers la famille Kim. La stricte régulation des émotions va bien au-delà de la simple commémoration de cette journée.
C'est qu'une tentative directe de manipuler les sentiments personnels du public afin de maintenir le contrôle sur tous les aspects de leur vie. Des rassemblements publics sont organisés où les citoyens doivent afficher visiblement leur douleur et leur tristesse. Des déserteurs ont partagé des récits troublants de personnes qui ont été arrêtées pour avoir souri par inadvertance ou montré le moindre signe de bonheur. Ces personnes ont été soumises à de sévères punitions, y compris la prison ou même la torture, afin de servir d'exemple aux autres. Ce contrôle absolu de l'expression personnelle renforce le culte de la personnalité qui entoure la famille Kim. Il s'assure que la loyauté ne soit pas seulement exigée, mais aussi affichée de manière visible à tout moment, même lors de périodes de deuil personnel. Le régime cherche à éliminer tout signe d'individualisme ou de déviation par rapport à son récit. Numéro 7. Restriction de communication. Faire taire le monde extérieur. Le régime nord-coréen exerce un contrôle strict sur l'accès à l'information, créant une barrière qui isole ses citoyens du reste du monde. Les Nord-Coréens sont coupés d'Internet à l'échelle mondiale et utilisent à la place une intranet fortement censurée connue sous le nom de Kwangmyong. Ce réseau n'offre que du contenu approuvé par l'État, ce qui signifie que les citoyens ne sont exposés qu'à la propagande gouvernementale, garantissant que le récit du régime soit le seul qu'ils connaissent. Les téléphones portables, bien que disponibles, sont basiques et étroitement surveillés, et toute tentative d'accéder à des médias étrangers est considérée comme un acte de défi dangereux. Beaucoup de Nord-Coréens en viennent à regarder des films étrangers ou à écouter de la musique en secret, mais ces actions comportent de graves risques. Être surpris en train de consommer des médias étrangers, comme une série sud-coréenne ou de la musique occidentale, peut entraîner de lourdes peines, telles que la prison ou les travaux forcés. Pour ceux qui tentent de faire défection, les conséquences sont encore plus sévères. Les déserteurs perdent souvent tout contact avec leur famille, ce qui les isole encore davantage de leur passé. Cette peur et cet isolement agissent comme un puissant moyen de dissuasion, décourageant d'autres personnes de rechercher la liberté ou de tenter de fuir le régime oppressif. Numéro 6. Interdiction des vêtements occidentaux. En Corée du Nord, l'interdiction des vêtements occidentaux est considérée comme un défi au régime et à ses valeurs. Des vêtements comme les jeans, les t-shirts de marque ou tout vêtement associé à la culture occidentale sont perçus comme des symboles de l'influence capitaliste. Ceux qui sont surpris en train de porter ce type de vêtements s'exposent à de lourdes conséquences, qui peuvent inclure des amendes, la prison ou même l'humiliation publique. Le régime applique ce code vestimentaire afin de maintenir le contrôle sur la population et d'empêcher tout signe de rébellion ou de dissidence. Dans une tentative de contrer l'influence étrangère, le gouvernement nord-coréen promeut les vêtements traditionnels coréens, comme le hanbok, considéré comme un symbole de fierté et de loyauté nationale. Cependant, cette imposition prive les personnes de leur liberté et de leur autonomie personnelle, puisqu'elles ne peuvent pas choisir leurs vêtements selon leurs préférences. L'insistance de l'État sur la conformité va bien au-delà de l'habillement. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à isoler les Nord-Coréens du monde extérieur et à bloquer toute influence étrangère susceptible de remettre en cause la stricte narration du régime. Ce code vestimentaire reflète l'obsession du régime de contrôler chaque aspect de la vie de ses citoyens, limitant ainsi leur capacité à s'exprimer librement. Numéro 5. Il faut une autorisation pour vivre à Pyongyang. C'est une ville conçue pour exhiber le pouvoir et le contrôle du régime, réservée à l'élite du pays, ou aux fonctionnaires et à ceux qui entretiennent des liens étroits avec la famille Kim. La ville est qu'une image de privilège soigneusement entretenue, avec de larges boulevards, de grands monuments et une architecture impressionnante, le tout pensé pour présenter une façade soignée au monde extérieur. C'est le seul endroit du pays où les services de base sont facilement accessibles et où les habitants bénéficient d'une meilleure alimentation, d'un meilleur logement et de meilleurs soins de santé par rapport au reste de la population. En contraste frappant, la vie en dehors de Pyongyang est marquée par la pauvreté et les difficultés. La majorité de la population vit dans des zones rurales où les conditions sont difficiles et beaucoup font face à une grave pénurie de nourriture. L'État concentre ses ressources sur le maintien de l'image de la capitale, négligeant les besoins de la population en général. Cette division marquée entre Pyongyang et le reste du pays illustre les profondes inégalités au sein de la Corée du Nord, où seuls les fidèles au régime bénéficient d'un meilleur niveau de vie, tandis que la majorité des citoyens continuent de souffrir en silence. Numéro 4. Les micro-ondes sont illégaux. En Corée du Nord, la pénurie d'énergie est un problème constant et le réseau électrique est très précaire, surtout dans les zones rurales. Les coupures de courant sont fréquentes, laissant les citoyens sans électricité pendant des heures, voire des jours. Dans un tel contexte,
utiliser l'électricité pour quoi que ce soit qui ne soit pas jugé essentiel est considéré comme un gaspillage. Par exemple, utiliser un micro-ondes pour réchauffer de la nourriture est considéré comme un luxe extravagant, car cela consomme trop d'énergie. C'est pourquoi les citoyens sont encouragés à éviter d'utiliser des appareils électroménagers modernes qui nécessitent des quantités importantes d'énergie. Dans certains cas, il faut même demander l'approbation du gouvernement pour utiliser l'électricité, surtout dans les zones où la pénurie d'électricité est plus grave. Ce contrôle strict de la consommation d'électricité conduit à une dépendance envers des méthodes de cuisson traditionnelles, comme les poêles à bois ou au charbon. Pendant les rudes mois d'hiver, lorsque les températures chutent drastiquement, les familles optent souvent pour rester au chaud sans accès à un chauffage constant, et cuisiner devient un processus difficile et laborieux. Ce manque d'électricité fiable reflète les difficultés auxquelles sont confrontés les Nord-Coréens ordinaires, mettant en lumière le contraste marqué entre l'élite privilégiée et le reste de la population. Numéro 3. Ta coiffure doit être approuvée par le gouvernement. En Corée du Nord, même quelque chose d'aussi personnel qu'une coiffure est soumis au contrôle du gouvernement. Le régime n'a approuvé que 28 coiffures au total, 18 pour les femmes et 10 pour les hommes. On s'attend à ce que les femmes, en particulier les femmes mariées, portent les cheveux courts et de façon conservatrice, tandis que les options pour les hommes sont également limitées à quelques coupes standards. Fait curieux, la coiffure distinctive de Kim Jong-un ne fait pas partie de la liste approuvée, car il l'utilise comme un symbole délibéré d'autorité et pour se distinguer du reste de la population. Sa coupe de cheveux reflète sa position de leader suprême, ce qui renforce encore l'idée que l'individualité doit être réprimée. Cette stricte réglementation de l'apparence personnelle est un rappel clair de l'obsession du régime à contrôler tous les aspects de la vie de ses citoyens, aussi insignifiants soient-ils. Dans une société où même la coiffure est dictée par la loi, la liberté individuelle se trouve étouffée et le conformisme devient une exigence permanente. La réglementation des coiffures est un outil de plus dans l'effort du gouvernement pour maintenir un contrôle absolu sur son peuple. Numéro 2. Cauchemar à l'heure du coucher. Si jamais tu te retrouves à une réunion en Corée du Nord, il vaut mieux rester bien éveillé, sinon tu pourrais avoir de sérieux ennuis. Littéralement. En 2015, Yong Yong-chol, le ministre de la Défense du pays, l'a appris à ses dépens. La légende raconte qu'il s'est endormi pendant un meeting militaire et, sans plus de cérémonie, il a été démis de ses fonctions. Mais ce n'est pas tout. Son destin a pris une tournure tragique lorsque Kim Jong-un a décidé d'en faire un exemple. Yon a été exécuté et le message était on ne peut plus clair. Pas de sieste au travail, surtout dans un pays où la loyauté absolue envers le régime est une question de vie ou de mort. Ce n'était pas un incident isolé. Un an plus tard, le ministre de l'Éducation de Corée du Nord, Kim Jong-jin, est devenu le prochain malchanceux. Quel a été son crime? Une mauvaise posture lors d'un meeting du parti. Et si tu trouves ça absurde, tu as raison. Pour Kim Jong-un, même le moindre écart par rapport à la perfection suffisait à qualifier quelqu'un d'agitateur anti-parti et anti-révolutionnaire, suivi d'une exécution publique inévitable. Quelle démonstration de pouvoir! Ces actes extrêmes de contrôle montrent jusqu'où la Corée du Nord est prête à aller pour affirmer sa domination et maintenir une autorité absolue, même dans les situations les plus insolites. Oublie la liberté d'expression. La liberté de mouvement est en danger si tu ne respectes pas les normes strictes du régime. Qui aurait cru que hocher la tête ou se voûter pourrait te faire passer du mauvais côté de l'histoire? Numéro 1. 2 roues, une règle. Accroche-toi au guidon, parce que ce prochain règlement nord-coréen est complètement fou. Imagine un monde où les vélos seraient interdits dans la capitale. On dirait un truc tout droit sorti d'un roman dystopique, non? Eh bien, dans les années 90, c'était le cas à Pyongyang. Le plan ingénieux de la Corée du Nord? Interdire les vélos pour que le pays puisse passer directement au transport motorisé. Mais il y a eu un petit contretemps. L'économie du pays s'est effondrée en 1991, laissant les citoyens sans un sou et incapables d'acheter des voitures. Alors, en 1992, ils n'ont pas eu d'autre choix que de lever l'interdiction et les vélos sont redevenus le principal moyen de transport. Mais attends, ce n'est pas tout. En 1996, le gouvernement a ajouté un nouveau rebondissement à l'histoire. Les fans n'avaient pas le droit de faire du vélo. Pourquoi? Eh bien, selon le régime, c'était parce que les femmes à vélo pouvaient trop distraire, ce qui risquait de nuire à la morale publique. Quelle affirmation! En réalité,
Leur argument ne tenait pas la route. Les statistiques des États-Unis et de nombreux autres pays montrent que les hommes sont bien plus susceptibles de provoquer des accidents de la route que les femmes. Et pourtant, l'interdiction du vélo pour les femmes est restée en vigueur. Même une brève tentative de lever l'interdiction en 2012 a été écrasée par le gouvernement, qui a réimposé les restrictions un an plus tard. Ainsi, malgré le besoin désespéré de moyens de transport dans le pays, on a dit aux femmes qu'elles ne pouvaient pas faire de vélo pour le bien de l'ordre public. Aujourd'hui, le vélo reste essentiel en Corée du Nord. Mais pour beaucoup, faire du vélo n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour survivre. Et voilà, certains des pires et plus brutaux moyens de punition utilisés en Corée du Nord. Ce ne sont pas seulement des punitions, ce sont des messages de peur, de contrôle et de silence. Alors que le reste du monde progresse, ces recoins sombres nous rappellent que la tyrannie prospère encore de manière terrifiante. Selon vous, quelle a été la méthode la plus troublante de cette liste? On se retrouve dans la prochaine vidéo.